Bonjour, alors aujourd'hui on va se pencher sur les suites de cet incident à Néolutz, l'histoire de la bombe désamorcée, un truc assez tendu qui a mis en lumière un groupe on peut dire assez hétéroclite. Oui, un groupe qui s'est retrouvé propulsé au milieu d'une affaire assez complexe, impliquant les grosses corpos, la police locale. Nos sources, ce sont leurs propres enregistrements audio, leur point de vue. Exactement, et l'objectif de notre exploration aujourd'hui c'est de décortiquer un peu les conséquences directes de tout ça. Voilà. On va voir comment ils vivent le lendemain, les pistes qu'ils commencent à suivre chacun de leur côté. Et surtout, il y a cette réception officielle chez le maire. Ah oui, cette réception, qui va s'avérer être un sacré nid d'intrigue si j'ai bien compris. Carrément. Un accélérateur de tension, de révélation, potentiellement explosive elle aussi. Ok, donc notre analyse va se faire en 3 temps. D'abord, les réactions, les enquêtes perso juste après la bombe. Ensuite, on plonge dans cette réception à la mairie. Qu'est-ce qui s'y est vraiment joué? Quels étaient les enjeux? Et on terminera par les retombées immédiates pour ce groupe qui est déjà sous pression, on peut dire. Alors commençons par le jour d'après. Miku, l'employée de la MCA, la méga corpo d'assurance, elle semble assez secouée, non? Ah oui, et on comprend pourquoi. Elle rédige un rapport très factuel sur ce qu'elle voit comme une série d'anomalies. Comme quoi, par exemple? La visite surprise de sa propre corpo juste avant l'incident, et surtout le fait que la bombe soit de type militaire. Ça l'interpelle vraiment. Et la réaction de sa hiérarchie? Glaçante. Son chef lui dit « Ce rapport, on l'oublie. Enterré. Mais évidemment, ça ne la rassure pas du tout. Au contraire, ça alimente ses doutes, imagine. » Sa curiosité. Exactement. Elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Du coup, elle commence à fouiller un peu de son côté. Sur les autres personnes présentes. Sur Zoé, Lia, Sultra. Voilà. Sur Zoé, par exemple, le mystère s'épaissit. Né sous X, un casier avec des petits délits, mais rien. Aucune formation militaire, pas d'emploi connu. Alors comment elle a pu désamorcer cette bombe? C'est ça la question qui obsède Miku. C'est la question centrale pour Miku, oui. Pour Sultra, le frère adoptif de Zoé, elle confirme des liens avec des gangs. Une présence sur des scènes de fusillade, mais rien de direct, pas de preuves. Et Lia, Sam, c'est ça son autre nom? Oui, Lia ou Sam, là c'est encore autre chose. Des accusations de vol de rollers, 173 fois, c'est précis, hein, Ah oui, quand même, hein. et des soupçons d'arnaque au paris sportif. Mais curieusement, jamais condamné. Un profil très insaisissable, quoi. Mais le point qui bloque Miku, c'est Zoé. Cette histoire de désamorçage qui sort de nulle part. Elle décide d'en parler à son chef, c'est ça? Malgré l'ordre de se taire. Oui, elle prend ce risque. Et là, ça devient encore plus louche. Son chef, au lieu de juste l'écouter, il lui sort des informations très choisies, très alarmantes. Du genre? Il parle de dossiers médicaux secrets, révélant des implants cybernétiques chez certains membres du groupe. Une info classifiée, normalement. Il mentionne un charcudoc, un médecin clandestin spécialisé là-dedans, retrouvé mort avec un cœur cybernétique de mercenaire sur lui. Waouh. Et il fait le lien avec Zoé? Il va plus loin. Il suggère que Zoé aurait pu poser la bombe elle-même. Et il balance que le capitaine Morgan, le flic présent, est corrompu. Ça ressemble à une tentative de manipulation, non? Pour orienter Miku et la tenir. C'est tout à fait ça. Une manière de lui imposer une vérité plutôt que de la chercher. Et ça débouche sur quoi? Une mission d'infiltration. Ah, carrément. Oui, Miku doit intégrer le groupe, gagner leur confiance, découvrir la vérité sur Zoé, enfin, la vérité voulue par son chef, et ne rendre compte qu'à lui. La voilà piégée. Un sacré dilemme moral pour elle. Pendant que Miku est embarquée là-dedans, Lia, alias Sam, elle a des préoccupations un peu différentes. Ah, ça oui, on peut dire ça. Ses souvenirs les plus clairs, c'est pas la bombe, c'est le barathon de la veille. Une sacrée tournée des bars apparemment. Et son obsession du moment? Une nouvelle paire de rollers super high-tech vue à la télé. Ça montre bien son côté foyer, passionné, mais un peu déconnecté des grosses intrigues, quoi. Mais sa journée prend un tournant inattendu. Oui, 4 ados débarquent. Ils se font appeler les mousquetaires. Leur coach de roll-ball, c'est un sport de russe rollers, assez intense. Un certain Remo a eu un accident. Et ils veulent que Lia les coach. Exactement. Il la supplie de les entraîner pour un tournoi qui arrive bientôt. Et Lia, vu sa passion pour les rollers, j'imagine qu'elle dit oui. Elle hésite un peu, mais oui, elle finit par accepter, touchée par leur détermination et aussi par le fait que ce Remo, qui a l'air d'être une référence, ait pensé à elle. Elle pose ses conditions quand même. Elle leur dit qu'elle va d'abord les observer, les juger, et elle remarque qu'ils sont fascinés par sa propre collection de rollers. Ça doit flatter un peu son ego de spécialiste. Une nouvelle voie pour elle, assez inattendue.
Changeons de perspective, Eve. Sultra, alias Johnny. Lui, le baraton, ça l'énerve. Après coup. Oui, lui, il est beaucoup plus focus sur l'étrangeté de l'affaire de la bombe. Son instinct lui dit que ça ne colle pas. La réaction de la police, c'est ça qu'il chiffonne. Surtout. Pas d'enquête sérieuse, une explication officielle trop simple, trop rapide. Il sent le cover-up, l'embrouille. Du coup, l'invitation du maire à la réception. Pour lui, ça pue le piège à plein nez. Il est hyper méfiant. Et comme Miku, il ne reste pas les bras croisés, il mène sa propre enquête. Tout à fait. Et ce qu'il trouve confirme ses soupçons. Les soi-disant hackers arrêtés par la police, des gamins sans niveau, des boucs émissaires parfaits. Et le matériel militaire de la bombe? Aucune déclaration de vol enregistrée. Ça renforce l'idée d'une mise en scène ou d'une complicité à haut niveau. Mais il trouve un truc plus concret, une image importante. Oui, ça c'est une découverte clé. Il tombe sur une photo en ligne. Un gangster connu, du gang des Arlequins, qui pose fièrement avec un détonateur. Le même que celui que Zoé a récupéré? Exactement le même. Là, il a une preuve tangible. Un lien direct entre ce gang influent et la bombe. Ça ouvre une piste énorme. Et on apprend aussi qu'il cherche un vocodeur. Oui, ça suggère qu'il prépare peut-être quelque chose, une action où il aura besoin d'être anonyme. Et au milieu de tout ça, il gère aussi une petite affaire de quartier. Ah oui, le petit voisin Noah qui se fait racketter par deux petites frappes Zig et Zag pour une histoire de croquettes chocolat pistache. Sérieux? Oui, apparemment. Sultra intervient, il cache le gamin, puis il va voir les deux autres et leur met une bonne pression. Ça montre son côté protecteur, un peu grande gueule, mais protecteur. Ok, terminons ce premier tour d'horizon avec Zoé. Sa journée commence par une obligation envers ce même gang, les Arlequins. Elle doit leur ramener du matériel cybernétique qu'elle a réparé pour eux. Son trajet, d'ailleurs, l'a fait passer devant les sièges des corpos, le marché, des lieux clés de Néolutz. Et la rencontre avec les chefs des Arlequins, Queen Alice, Joker Fake, Arléjean, elle est décrite comme tendue. Extrêmement. Elle livre le matos, mais eux, ils n'ont pas ce qu'ils lui avaient promis. Des inhibiteurs. Des inhibiteurs. Pourquoi faire? Ils lui proposent une autre drogue, la Saint Dope, mais c'est pas ce qu'il lui faut. Et c'est là qu'elle sort le détonateur qu'elle a récupéré. Pour négocier, Elle tente un coup, oui. elle leur donne ce détonateur militaire. Geste de bonne volonté, moyen de pression, difficile à dire. Mais les Arlequins, ils sont forts pour retourner les situations. Ils lui font une contre-proposition, j'imagine. Une offre aussi alléchante que dangereuse. 1 an de ces inhibiteurs. En échange, elle doit non seulement fabriquer une nouvelle bombe, mais aussi la poser. Poser une bombe. Où? Ça, la cible. Le nul par ailleurs. Un bar apparemment fréquenté par la milice, la police. Un acte terroriste clairement. Et elle accepte. C'est énorme comme pas à franchir. Un résiste au début. Elle propose de juste fabriquer la bombe pour 6 mois de stock, mais pas de la poser. Mais voilà, elle est dépendante de ses inhibiteurs et le gang met la pression. Elle finit par craquer. Elle cède. Elle accepte le deal complet. Fabrication et pose, contre 1 an de traitement. Elle exige quand même un paiement initial. L'accord est conclu, mais on sent qu'elle vient de mettre le doigt dans un engrenage terrible, poussé par sa dépendance. Terrible. Ce qui nous amène directement à la deuxième partie, cette fameuse réception chez le maire Tarquin. Tout ce petit monde y est invité comme héros du jour. Une invitation, diversement appréciée, on va dire. Johnny sent toujours le piège. Lia et Miku y voient plutôt une obligation, peut-être une opportunité. Zoé, elle, subit. Et le trajet en limousine pour y aller. Ambiance plombée, Miku bosse sur sa tablette, Lia et Johnny se lancent des piques en sirotant du champagne, Zoé est silencieuse dans son coin. Ça donne le ton. Et à l'arrivée, ils sont plongés au cœur du pouvoir de Néolutz. Exactement. Tout le gratin est là. Le maire Kevin Tarquin, sa femme Méline, leur fille Cindy. Il y a aussi le cardinal Dantor, de l'Inquisition locale. L'Inquisition. D'accord. Oui, une force conservatrice puissante. Et puis le capitaine Morgan, bien sûr. Les PDG de 3 corpos énormes. Nutriscorp, l'agroalimentaire, Propamedia l'info, le flux, et Rules, les rollers et la mobilité. Le sponsor potentiel de l'IA, donc. Potentiellement, oui. Et la star des médias, White Angel, la voix du flux. Bref, la totale. La soirée commence avec un petit test protocolaire, la révérence. Petit détail, mais très révélateur. Miku, formaté corpo, exécute ça parfaitement froidement. L'IA est plus gauche, spontanée. Zoé, elle essaye de se cacher derrière les autres. Et Johnny? Johnny, c'est le clou du spectacle. Il rate complètement avec un salut militaire bizarre, désinvolte. Le maire lui lance une pique sur le fait qu'il aurait besoin de cours d'étiquette. Ça pose l'ambiance directe. Ensuite, c'est l'interview par White Angel.
Elle cherche plus le buzz que l'info, on dirait. Ah, clairement, c'est calculé. Questions pointues, orientées pour obtenir des réactions, des phrases chocs pour son émission, le flux. Et qu'est-ce qu'ils répondent, nos héros? L'IA égale à elle-même, parle de résistance, de pas se laisser faire. Miku sort un discours très officiel, devoir citoyen, collaboration avec la brigade, la police locale, et elle mentionne même la lutte contre la commune. La commune, c'est qui ça? Un groupe activiste radical, souvent présenté comme une menace par les autorités. On n'en sait pas plus ici. Et Zoé, toujours aussi évasive, hein. Très prudente. Sur ses compétences en désamorçage, elle dit juste « je bidouille ». Et sur la loyauté, elle lance un énigmatique les vrais traîtres sont ceux qui posent les bombes ». Ça laisse songeur. Johnny, lui, essaie d'aborder les vrais sujets, le matériel militaire, le cover-up. Il tente, oui. Mais White Angel l'ignore délibérément. Elle contrôle le récit, c'est clair. Mais les vraies discussions importantes, elles se passent en coulisses, comme souvent. Exactement. Plusieurs apartés cruciaux. D'abord, le capitaine Morgan qui chope Zoé discrètement. Pour lui proposer quoi? Un poste de consultante pour la brigade. Tentative de récupération évidente. Zoé est mal à l'aise, elle renvoie la balle à son frère Johnny. Et Johnny, pendant ce temps, il est occupé à draguer Méline Tarquin, la femme du maire, sans complexe. Et elle marche vite. Elle a l'air réceptive au début, mais elle transforme vite ça en transaction. Elle lui confie une mission. Utiliser son image de mauvais garçon pour éloigner leur fille Cindy de lui et de la rue. En gros, rejette-la pour la protéger. C'est tordu. Assez pervers, ouais. Pendant ce temps, Nia discute rollers avec le PDG de Roule. Elle l'impressionne par ses connaissances. Et il lui propose une place dans son équipe sponsor. Directement, pour le tournoi de rue. Sauf que Lia, au lieu d'être ravie, panique complètement. Crise d'angoisse. Elle s'enfuit, aux toilettes. Décidément. Miku non plus n'est pas épargnée par les rencontres bizarres. Non, elle vit un truc hyper déstabilisant. La PDG de Nutri-Scorp l'aborde, la complimente, puis lui dit qu'elle reconnaît son visage, mais d'une autre vie. Comment ça, une autre vie? Et pour le prouver, elle active un hologramme. Son visage change et révèle les traits d'un homme que Miku connaît et qui la terrifie visiblement. Un fantôme de son passé qui ressurgit. Exactement. Et cette femme puissante l'invite à des soirées privées, très sélectes. Miku est totalement bouleversée. Elle s'enfuit aussi. Aux toilettes. Je commence à comprendre. Et là, le drame Cindy, Johnny, Méline atteint son apogée. Cindy, qui est clairement amoureuse de Johnny, se confie à Zoé. Johnny arrive. Et il gère ça comment? Très mal. Il ment d'abord, dit que Méline est d'accord pour qu'ils se voient, puis il se rétracte et accepte publiquement la mission de Méline, protéger Cindy en la gardant à distance. La pauvre Cindy. Humiliée, trahie. Elle s'enfuit en larmes. Aux toilettes. Aux toilettes, bien sûr, où elle retrouve Lia et Miku, déjà en pleine détresse. Le sommet aux toilettes, donc. Voilà, un huis clos improbable. Les trois femmes partagent leur désarroi. Cindy, désespérée, les supplie. « Aidez-moi à partir de Néolutte, je vous donne tout mon argent. » Zoé les rejoint et Cindy lui donne son numéro. Elle veut les embaucher. Oui, elle insiste « Engagez-moi, sortez-moi de là !» Face à tout ça, les offres, les menaces, les révélations, le groupe prend une décision collective. Il faut partir. Maintenant. Exactement. Foutre le camp de cette soirée toxique. Et vite. Mais comment sortir discrètement? Discrètement? Pas vraiment. C'est Cindy qui prend l'initiative. Elle déclenche l'alarme incendie. Ah oui, radical. Panique générale, évacuation. Dans le chaos, ils se font raccompagner dehors par des gardes corpos sans ménagement. Ils sautent dans un taxi. Et l'ambiance dans le taxi, ils reprennent direct leur dispute. C'est là que Miku, à bout, craque et fond en larmes. Et le détail qui tue, un drone, un seul, se détache de la mairie et suit leur taxi. Ils sont repérés, surveillés, clairement. Ce qui nous amène à la dernière partie, les retombées, l'épilogue, qui s'annonce tendu. Retour à l'immeuble, l'atmosphère doit être électrique. Plombé, oui. Miku est encore sous le choc de sa rencontre avec la PDG, de sa mission. Elle trouve le petit Noah endormi devant sa porte. Le gamin qu'elle avait protégé. Non, ça c'était Sultra. Noah, c'est le voisin de Sultra. C'est Lia qui le récupère et le ramène chez elle. Un geste pragmatique, malgré sa propre angoisse. Et Zoé, elle doit réaliser le poids de ce qui lui tombe dessus. Elle prend conscience, oui. Les Arlequins qui veulent une bombe. La brigade qui veut la recruter. Cindy qui veut l'embaucher pour fuir. 3 propositions ultra dangereuses et incompatibles. Elle doit en parler à Johnny, surtout pour les Arlequins. Elle sent que c'est vital, oui. C'est trop lourd. Mais Johnny,
Lui a la tête ailleurs. Complètement obsédé par Méline Tarkin, par ce jeu de séduction dangereux, ça provoque une dispute immédiate avec Zoé. Elle essaye de le raisonner. Oui, sur les dangers de jouer avec ces gens-là, les corpos, les politiques. Leur dispute révèle toute la complexité de leur relation, leur peur, leurs tensions, Et pendant qu'ils se disputent, la menace extérieure est toujours là. le drone qui les suivait. C'est un rappel brutal. Ils sont sous surveillance. La réception les a peut-être fait héros d'un jour, mais elle les a surtout mis sur la carte des puissants. Et pas du bon côté. Ils sont sortis de la mairie, mais plus que jamais coincés dans la toile de néoluthes. C'est exactement ça. Ok, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort de cette exploration? Plusieurs choses. D'abord, les enquêtes perso. Elles créent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, finalement. Sur Zo et surtout. Son identité, ses compétences, ça reste un mystère. Et la piste des Arlequins, ça suggère un complot bien plus large, peut-être avec des complicités dans les autorités. Ensuite, deuxième point clé, chaque membre du groupe se retrouve embarqué dans des alliances ou des obligations super dangereuses, et qui risquent de les isoler les uns des autres. Miku qui doit infiltrer ses propres amis, Zoé qui cache son pacte mortel, Lia prise entre sa passion et une corpo angoissante, Johnny qui devient manipulateur malgré lui, c'est un sacré sac de nœuds. Sans oublier les passés qui ressurgissent, comme pour Miku avec la PDG de Nutri-Scorp. Tout ça les rend collectivement très vulnérables. Ils cherchaient à comprendre la bombe, mais ils découvrent surtout qu'ils sont devenus des pions ou des cibles. Exactement. Ils voulaient des réponses, ils récoltent des secrets, des dangers et des loyautés mises à l'épreuve. Ce qui pose la question centrale pour la suite. Comment ce groupe si hétéroclite va gérer tout ça? Peuvent-ils encore se faire confiance? Avec Miku en mission secrète, Zoé qui cache son deal, Johnny qui joue double jeu? La méfiance risque de s'installer, non? C'est probable. Et au-delà de leurs problèmes internes, qu'est-ce qui se cache encore derrière les façades lisses des corpos de néoluthes? Ce drone, c'est sûrement qu'un début. Leurs petits moments de gloire comme héros pourraient leur coûter très cher en fait. Ils sont devenus visibles. Et donc vulnérables. Leur avenir à néoluthes semble soudain bien plus sombre. Beaucoup plus sombre et incertain, oui, clairement.